Bonjour tout le monde, bienvenue à votre édition spéciale de Ça se passe chez vous. Édition spéciale parce qu'on a voulu souligner la Journée internationale du droit des femmes. Et pour ça, on a invité 8 femmes inspirantes, impliquées, actives dans la communauté, qui occupent des postes de direction. Des femmes qui vont nous en apprendre sur leur parcours de vie. Donc, je vais vous présenter ce fameux et extraordinaire panel de 8 femmes pour le 8 mars, qui sont Annie Bouchard, du Centre communautaire Pro-Santé, conseillère à la Ville de Baie-Saint-Paul également. Bonjour, Annie. Bonjour, Josette. Anne-Marie Dufour, cofondatrice et directrice de la production pour le fameux Festif de Baie-Saint-Paul. Allô. On a senti le point d'exclamation. Oui, merci. Gabrielle Bouchard, directrice générale du Musée d'art contemporain. Bonjour, Gabrielle. Bonjour. Alexandra Simard, directrice générale de la municipalité de Saint-Irénée. Bonjour, Nouveau Josette. défi, hein? Oui. Caroline Perron, directrice générale des Moulins de l'Île aux Coudres. On l'appelle affectueusement Caroline des Moulins. En effet, bonjour. Amélie Forget, directrice de l'intégration rurale pour l'INRS dans Charlevoix. Bonjour. Enchantée, merci. Et Caroline Horvath, directrice générale de la MRC de Charlevoix. Bonjour. Vous savez, on aurait pu inviter une dizaine puis une dizaine de femmes, tellement dans Charlevoix, finalement, on a réalisé qu'il y avait beaucoup de femmes qui occupent des postes importants de direction. Donc, mon intérêt aujourd'hui, c'est de voir avec vous, c'est quoi le parcours que vous avez fait pour vous rendre à ces postes-là? Annie, j'ai le goût de te lancer en premier cette question. Quel a été ton parcours pour te rendre à la direction du centre communautaire? Bien, c'est certain que moi, j'ai commencé d'abord par les études. Donc, venant d'une famille modeste, tout ça, pour nous, c'était inculqué là, dès l'enfance. Que les études, c'est important pour bien s'en sortir. Fait que j'ai choisi de faire un baccalauréat en administration des affaires à l'Université Laval. Quand je suis revenue dans la région, pas beaucoup d'emplois, tout ça, fait que je me suis retrouvée dans le communautaire. Et honnêtement, tu sais, je me suis vraiment trouvée à ma place dans le communautaire. Donc, j'ai fait quelques organismes, dont directrice, maintenant, ça s'appelle le Centre d'action bénévole de Charlevoix, du côté de la Malbaie. Mais à l'époque, c'était l'Association bénévole de Charlevoix. Je travaillais de concert souvent avec Alain Turcotte, qui était le directeur à ce moment-là du Centre communautaire Pro-Santé, désolé, qui pensait à sa retraite, donc il est venu me chercher pour sa relève. Comme la majorité, je pense, des gens le savent, j'ai un handicap visuel. À l'époque, je conduisais encore de jour, mais je savais que j'allais perdre mon permis. Donc, j'ai fait le changement de passer du Centre d'action bénévole vers le Centre communautaire Pro-Santé. Aujourd'hui, j'en suis la directrice générale. Mais à travers tout ça, j'ai relevé beaucoup de défis, puis il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient. C'est-à-dire qu'avec mon handicap, je me suis lancée comme défi de dire, bien, Annie, essaye donc d'aller faire de la compétition puis de te rendre au plus haut niveau. Fait que j'ai choisi vraiment le paracyclisme. J'ai fait des Coupes du monde, j'étais allée aux Jeux parapanaméricains. J'ai remporté là, lors des Jeux des médailles, donc une médaille d'or, 2 médailles d'argent. Et à mon retour des grands Jeux, j'ai pris ma retraite parce que je continuais à travailler à temps plein tout en m'entraînant à temps plein. Donc, c'était quand même des horaires très chargés. Je ne vous le cacherai pas, mes vacances, c'était mes camps d'entraînement, c'était mes compétitions et tout ça. Entre-temps, bien, quand j'ai pris ma retraite, il y a eu la pandémie. Pendant la pandémie, à un moment donné, je fais comme « Ah, ouais, finalement, j'ai beaucoup de temps libre. » Qu'est-ce que je pourrais faire? Bien, je me suis dit, bien, pourquoi pas apporter mon communautaire dans ma communauté. Donc, j'ai décidé de me présenter comme conseillère municipale à l'automne 2021. J'ai eu quelqu'un qui se présentait dans le même district que moi. Et finalement, bien, j'ai remporté mes élections. J'en suis bien heureuse. Je vous cacherai pas que c'était beaucoup de défis aussi. Et ma première action a été de dire au conseil municipal, c'est qu'il faudrait travailler sur les logements abordables. T'sais, actuellement, dans Charlevoix, à Baie-Saint-Paul particulièrement, on n'en a plus et ça met des familles, des ménages vraiment en précarité financière due à la pandémie qui a fait une inflation incroyable là, et toute la pénurie de logements qu'on vit. Fait que je suis devenue, on a créé un organisme à but non lucratif qu'on appelle Habitation de la Lumière et j'en suis devenue la présidente. Donc, depuis 2022,
je travaille d'arrache-pied. Je suis la chargée de projet volontaire, bénévole, je ne sais plus comment le dire. Je développe plein de compétences parce que quand on parle là, de, oui, chercher des subventions, chercher du financement, chercher des donateurs, mais aussi, écoutez, là, des plans d'architecture aux égouts, toutes voyons, là, Karine, tu vas peut-être m'aider, le géophysique et tout ça, là, tous les rapports géophysiques. Les études de sol. Oui. Exactement, les études de sol. Écoutez, là, je suis devenue. Fait que ça, c'est un beau défi que je fais parallèlement aussi à ce que je fais. Et comme, oui, il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont un handicap qui est en politique, en juin dernier, j'ai été dans un article là, du Quorum, le magazine qui est vraiment au niveau des fédérations là, pour les municipalités. Et j'ai un organisme qui s'appelle Kéroul qui a été intéressé par mon profil, voulait se rapprocher du municipal. Fait que maintenant, je suis administratrice aussi sur cet organisme-là. Et, Tu portes plusieurs chapeaux, ma belle Annie, comme je peux voir. Et il m'en reste un autre, si tu veux savoir. Bien, on est curieux, certainement. Et j'ai aussi, dernièrement, dans le fond, je suis animatrice pour du développement d'équipe, du renforcement d'équipe, des ateliers de renforcement d'équipe pour l'entreprise Vision d'Or. Évidemment, ça, je le fais vraiment de façon ponctuelle. Si, disons, qu'ils font une présentation soit dans Charlevoix ou à Québec et qui ont besoin, bien, tu sais, je vais me déplacer, mais c'est vraiment de façon ponctuelle. Donc, c'est peut-être une fois ou 3 mois, tout dépendant des contrats qu'il y a. Fait que mon parcours m'a emmené vers beaucoup de défis, mais que j'adore. Merci, Annie. J'aurais le goût de relancer Amélie là-dessus parce que ça m'a fait penser à toi quand elle a parlé de son parcours scolaire. Donc, toi aussi, ça l'a commencé de manière importante là, dans ta vie professionnelle future. Ben oui, faut dire que je viens d'une famille dont je représente une université, donc je suis responsable de créer une université ici à Baie-Saint-Paul avec l'Institut national de la recherche scientifique. Mais je viens pas d'une famille où il y a une tradition universitaire. J'ai une famille de travailleurs, mais où la curiosité et la lecture étaient encouragées. J'ai toujours été mue par la curiosité. Ça, c'est le moteur puis la ligne. Puis j'ai eu des personnes autour de moi, de ma famille jusqu'à aujourd'hui, qui ont pu faire en sorte que j'évolue à travers la connaissance, finalement, dans le milieu universitaire. Mais j'étais mère monoparentale à 21 ans. C'est pendant mon bac, il a fallu que je me débrouille. Et ça a vraiment pas été simple et facile. Donc, je suis très redevable envers l'UQAM, où j'ai fait mes études, qui m'ont beaucoup supporté, des professeurs, des programmes aussi, des logements, hein, Annie en parlait, accessibles. Ce sont tous des éléments importants qui m'ont permis de poursuivre mon cheminement universitaire. Et finalement, de fil en aiguille, fini le bac, fais une maîtrise, une bourse pour la maîtrise, ou pourquoi tu ferais pas un doctorat? Et comme mère monoparentale, ça peut avoir l'air particulier, mais c'était une belle conciliation travail-famille de faire des études payées. C'est un beau luxe, puis ça m'a permis de poursuivre. Jusqu'au post-doctorat, où je me suis rendu compte que finalement, être professeur, ça me tentait pas. Il fallait que je me rende loin pour m'en rendre compte, parce que c'est ça qui est encouragé. Mais ce que j'aimais, c'était construire, mobiliser la recherche. Ça, j'aimais ça, plus que faire mes affaires à moi de mon côté. Et c'est là que j'ai commencé à travailler en créant des infrastructures de recherche. Et ça m'a amené, en plus d'un déménagement tout à fait fortuit, c'était un autre projet à part dans Charlevoix, avant le projet de l'INRS. Et là, j'arrive, je fais mes petites affaires, et il y a ce projet de l'INRS. Et j'ai été nommée directrice d'implantation du centre ici à Baie-Saint-Paul. Hey, bravo. Moi, je suis vraiment impressionnée. Vous allez voir, là, je connais quand même les femmes, ces 8 femmes merveilleuses pour le 8 mars qui sont autour pas de cette table ronde, mais de cette table ronde imaginaire. Moi, je te relance, Gabrielle, parce que comment une jeune femme devient directrice du Musée d'art contemporain qui a été implantée par une femme, Françoise Labbé. Une jeune comme toi, comment ça se fait que ça s'est retrouvé sur ton parcours? C'était pas super prévu. J'ai jamais eu un parcours dessiné devant moi, mais je suis quelqu'un qui dit oui aux opportunités. Ça a vraiment été ça. Je savais pas en quoi étudier dans la vie, donc je suis allée étudier. J'ai fait un bac en histoire de l'art à McGill parce que je voulais partir de Québec, de Baie-Saint... Tu sais, j'avais envie d'aller plus loin. Mais pendant mes études, j'ai toujours travaillé. Puis, j'étais coordonnatrice au symposium qui est organisé par le musée. Donc, ça a été ma première expérience de travail. Ça a été d'être coordonnatrice guide, d'abord, où j'ai rencontré Anne-Marie. Ensuite, coordonnatrice.
Puis, ben ça a été vraiment ça qui m'a fait comprendre le milieu, comment ça fonctionne, à être artiste, les bourses, les événements, tout ça. C'est là que j'ai vraiment compris cet écosystème-là, qui est un écosystème quand même assez particulier. Puis après ça, bien, je voulais faire une maîtrise. J'avais envie de continuer mes études, mais je savais pas trop en quoi étudier. Fait que j'ai décidé de faire une maîtrise en administration pour la gestion d'organismes culturels. Fait que pendant ma maîtrise, j'ai fondé la Foire en art actuel de Québec à Québec. C'était comme mon projet de maîtrise là, pour essayer de partir quelque chose en art à quelque part où est-ce qu'il se passait moins de choses. Parce qu'à ce moment-là, à Québec, il n'y avait pas vraiment de galeries, il n'y avait pas vraiment de vie autour du marché de l'art. Puis, bien, pendant que j'étais à Montréal, j'avais ces implications-là à Québec, puis j'étais encore impliquée à Baie-Saint-Paul aussi. J'ai été impliquée sur le festif. J'étais jamais capable d'être très, très loin de Baie-Saint-Paul. Il y avait une petite corde qui tirait tout le temps ton cœur vers Charlevoix, Baie-Saint-Paul. C'est ça. Ça n'a pas vraiment bien fonctionné, moi, Montréal, à 100 Je l'ai faite pendant 12-15 ans. J'étais bien quand j'étais là, mais Baie-Saint-Paul me manquait tout le temps. Puis, ben, à un certain moment, Montréal était trop dans ma vie. Puis j'ai travaillé là-bas, j'ai eu vraiment plusieurs chapeaux. J'ai donné beaucoup de formations pour les artistes de la relève sur le marché de l'art. Comment ça fonctionne, le marché de l'art? On est qui? À qui parler? C'est qui les interlocuteurs? J'ai donné des... ça fait peut-être 10-15 ans que je donne des formations à peu près. Excuse-moi, je suis curieuse parce que je connais pas ça. Moi, je sais pas, vous autres, le marché de l'art, c'est comment tu peux aider quelqu'un qui arrive avec un portfolio pour faire... connaître c'est un artiste peintre ou c'est un sculpteur ou exact. Tout ça? OK. Tu sais, comprendre le milieu, c'est quoi les galeries, les expositions, les musées. Comment tu fais pour te faire une carrière en art, en fait, qui est pas hyper facile quand t'es pas dans ce milieu-là. Puis même quand t'es dans ce milieu-là, tu peux dire c'est qui la bonne porte à qui cogner, tout ça. Fait que moi, je donne beaucoup de formations sur ça. Puis de fil en aiguille, j'étais supposée de m'installer à Baie-Saint-Paul. Puis on m'avait offert un poste à Baie-Saint-Paul là, au Musée d'art contemporain comme coordonnatrice générale. Puis finalement, j'ai eu un appel, puis l'artiste Marc Séguin cherchait quelqu'un pour travailler pour lui. Puis il m'a dit « Hey, Gabrielle, je sais que je pense que t'es partie de Montréal, mais là, ça te tente-tu de revenir? » Fait que mon père a un pick-up. Puis j'ai redéménagé à Montréal en plein mois de janvier. Embarque le stock dans le pick-up, puis on remonte à Montréal. Oui, fait que j'ai refait un 7 ans là, puis j'étais chargée de projet pour Marc Séguin, pour tout ce qui dépassait les arts visuels. Fait que c'était vraiment... J'ai travaillé dans le cinéma, dans le documentaire, j'ai fait des projections sur le Mont-Royal pour le 375e de Montréal. C'était vraiment, là... C'était jamais la même affaire que je faisais avec lui. Marc Séguin, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un multi-talent. C'est un artiste peintre à la base, mais il écrit, il y a vraiment plusieurs chapeaux, disons. Fait que moi, j'étais responsable des plusieurs chapeaux. Puis en parallèle avec ça, je travaillais pour une collection d'entreprises. Fait que j'avais comme 2 temps plein en parallèle, pas mal. Fait que j'ai tout géré une grosse collection d'entreprises à Montréal. Fait que, tu sais, j'ai fait ça pendant 7-8 ans. Puis à un certain moment, ben c'était comme suffisant ce que je pouvais donner. J'ai fait un burn-out où est-ce que j'étais plus capable de rien. Fait que je suis revenue m'installer ici, dans la pandémie. Retrouver un peu de calme, de paix, te déposer. Ma mère. Faire confiance à la vie aussi. Oui, puis tu sais, je m'étais dit, ben peut-être que je vais travailler à distance, mais pour le moment, j'avais juste besoin de plus être là-bas. Puis, ben ça a donné que le directeur qui était au Musée d'art contemporain a donné sa démission à peu près en même temps que moi, j'ai décidé, tu sais, mon déménagement, il était réglé. C'est pas pour la job que je suis venue, mais ça a vraiment été quelque chose qui s'est présenté à moi, puis ben j'ai pas pu pas dire oui. Fait que j'ai pris 6 mois pour être capable de me remettre sur pied. Puis après ça, j'ai commencé au Musée d'art contemporain à Baie-Saint-Paul, dans le fond, en janvier 2023. Fait que j'ai entamé ma 4e année. Puis c'est vraiment ça, c'est de faire le lien entre la communauté puis les arts. T'sais, au final, c'est de donner des opportunités que les gens y rentrent puis qu'ils trouvent ça moins difficile de pousser la porte pour venir voir de l'art. C'est vraiment ça mon but. Fait que c'est le fun de pouvoir... là, je vois que je peux jouer un peu plus... mon toit, il coule plus. Toutes ces affaires-là sont faites. Là. Fait que là, on est capable de plus jouer puis de s'ouvrir davantage avec la communauté. Fait que c'est vraiment le fun. On voit un beau parcours de synchronicité. Et je me tourne vers toi, Anne-Marie. Bonjour. Parce que je vois que vous avez des affinités, vous êtes dans la culture. Je suis certaine que sur ton parcours aussi, il y a eu des synchronicités puis des opportunités. Plein d'affaires. Ben oui, c'est sûr qu'on a des... C'est dur d'avoir une amie dans le drôle, parce que j'ai juste le goût de niaiser avec. Oui, mais tu peux y en lancer quelques-unes. J'ai le goût de commenter tout. Tu sais, on est des bonnes ricaneuses, on va essayer de se calmer. Le festif, c'est vraiment...
on connaît la petite histoire du festif. Là, ça fait 17 ans qu'on en parle, mais c'est une affaire d'instinct, beaucoup. C'est un peu un rêve qui est parti, je ne ferai pas la genèse au complet, mais une idée, un show qu'on a vu pendant le 25e du Cirque du Soleil ici sur le quai. On s'est dit, ben mon Dieu, pourquoi ça n'arrive pas tout le temps? Moi, je revenais de passer 3 mois en Espagne. J'avais vu plein d'affaires. J'avais 19 ans. Puis Clément, même chose. On s'est dit, pourquoi on ne fait pas un événement rassembleur comme ça? Ce qu'on a vraiment trouvé beau, c'est que justement, comme Gab le disait, il y avait de l'art dans notre ville, de l'art vivant, puis il y avait la communauté. Puis on a dit, ça, il faut que ça revienne tout le temps. Fait que c'est là que ça a commencé. Moi, j'étais aux études en linguistique française. J'ai toujours été très, très passionnée par la culture, par les mots. Je viens d'une famille, certaines connaissent ma famille, un petit peu plus de chiffres, tu sais. Oui, c'est ça, 1+1. Qui est plus dans les chiffres d'apparence, mais qui est aussi énormément impliqué en culture. Moi, mes parents m'ont amené voir des shows hautes de même jusqu'à... J'y vais encore avec eux voir des shows. La culture est très, très, très importante dans ma famille. J'ai fait mon parcours en linguistique française. Après ça, je me suis spécialisée en enseignement. J'ai enseigné, même, jusqu'à temps que je puisse avoir un poste officiel au festif. J'avais 2 jobs à temps presque plein aussi. Évidemment que, à la base, il y avait le rêve de Clément. Puis c'est beaucoup de ça qu'on parle, puis c'est complètement vrai. L'identité du festif vient de son cerveau. Moi, je dis toujours qu'on s'est toujours tenu la main là-dedans, puis que j'amène vraiment autre chose. Moi, c'est ça, dans le fond, très, très grande amoureuse de la culture. J'ai étudié quand même en culture et après ça, en enseignement. J'ai enseigné à l'éducation des adultes pendant 5 ans. J'ai adoré ça. Je croise encore plein de mes élèves ici qui m'appellent madame, mais c'est correct. Je suis rendue à 38 ans, là, c'est correct. Mais à 25 ans, j'étais là, bon, calmez-vous, madame. Mais c'est ça. J'ai toujours été très, très, très passionnée par, justement, les arts, mais justement, l'implantation dans la communauté. Je me suis ensuite spécialisée beaucoup dans le volet développement durable du festival. C'est moi qui le porte maintenant. Je considère que je porte vraiment ces valeurs-là d'implantation, de protection du territoire. On est complètement conscient qu'on arrive avec 40 000 personnes sur un territoire qui est à protéger, qui est fragile. Moi, j'étais un petit peu la police de « Hey, wow, ça c'est trop » ou « Ça, on peut le faire comme ça va avoir moins d'impact négatif. » Fait que je suis beaucoup là-dedans. Mais bien sûr que ma job principale, c'est de m'occuper de 110 groupes de musique à chaque année qui s'en viennent à Baie-Saint-Paul. Ça, directrice de production, c'est ce que j'allais te demander. Mais ça veut dire quoi, s'occuper de 110 groupes exactement? C'est répondre aux exigences de chacun dans sa loge ou, j'imagine, moi, je sais pas, je connais pas ça. Oui, précisément ça, entre autres 1000 affaires. Oui. Directrice de production de spectacle, en fait, c'est vraiment à partir du moment où on dit, Clément et moi, OK, ce groupe-là s'en vient à Baie-Saint-Paul, il joue à cette scène-là, à cette heure-là. À partir de ce moment-là, moi, je prends la POC, comme on dit, et je fais en sorte, avec millions de petits détails, qu'ils jouent sur scène ce jour-là. Donc, c'est quoi leur horaire? Ils ont besoin de quoi sur scène? Ils dorment où? Ils mangent quoi? Comment ils s'en viennent, les billets d'avion? Comment ils s'en viennent, les billets d'avion? Tu sais très bien, on a déjà fait ça ensemble. Tout le suivi des artistes internationaux, fait que je suis rendue presque experte en visa de travail, les exemptions de taxes pour les artistes étrangers. Tu parles combien de langues? Hein? Non, je parle 2 langues, puis c'est bien assez. Mais on se débrouille comme on peut. Okay. Maintenant, il n'y a vraiment pas de problème. Mais tu sais, c'est de toute l'expérience artiste aussi, de leur faire vivre un beau moment au festival, puis de leur faire découvrir Baie-Saint-Paul, même si des fois, ils viennent 24 heures, puis c'est très top chrono. Leur faire vivre à travers nous, à travers l'équipe qui les accueille, c'est quoi Baie-Saint-Paul, c'est qui le festif, on est quoi, sur quel territoire vous atterrissez aussi, là. Vous n'êtes pas ces plaines d'Abraham, vous n'êtes pas à Hochelaga, vous êtes à Baie-Saint-Paul, puis c'est des artistes souvent qui ont
le succès populaire pour jouer sur des grosses scènes comme ça, puis qui arrivent ici dans le cours du Musée d'art, puis qui font « Hein, OK! » C'est une expérience qui est complètement autre, mais on arrive, je pense, à leur faire vivre quelque chose à notre échelle à nous, qui est toujours l'échelle humaine, même si c'est rempli de confettis puis que c'est gros, ça reste quand même petit. Fait que je pense que je porte ces valeurs-là dans mon emploi, dans l'organisme. Puis c'est ça mon parcours, en fait. C'est parti d'une idée, c'est parti d'une étincelle, puis on est rendu 6 à temps plein à l'année. Puis on dynamise Baie-Saint-Paul à l'année longue maintenant. Fait que, je pense que vous avez placé Baie-Saint-Paul dans la bouche. On l'entend de plus en plus à la télé. Ouais. On entend parler de Charlevoix, de Baie-Saint-Paul. Puis moi, je suis convaincue que c'est tout le démarchage que vous avez fait pour donner de la visibilité. Oui, puis on voit que tu es une femme passionnée. Je suis une femme passionnée. Je pense que oui. Puis tu sais, comme je disais, je pense que tout le monde doit passer par aller voir ailleurs parce que venir d'une région, avoir des parents que tout le monde connaît, des fois, ça peut peser lourd. Puis, avec du recul, quand tu vas 3-4 ans, tu sais, tout le monde l'a fait. Je suis allée 6 ans à Québec, je suis allée 3 ans à Montréal. J'ai dormi chez Gab pendant des mois de temps parce que t'as squatté chez elle. J'ai squatté. Après ça, tu te rends compte que ce qui te pesait sur les épaules, t'en as besoin. Donc, c'est pour ça qu'on revient puis on dit, OK, c'est ça que je veux protéger. Alors, je vais demander à une femme passionnée que je connais bien quand même, Alexandra. Toi-même, tu as eu un parcours un peu particulier, puis maintenant, tu es rendue à la direction de la municipalité de Saint-Irénée. Tu es une femme de défi, toi. Mais ton parcours, comment tu nous présentes ça? Complètement. À la base, là, ma grande famille, c'est-à-dire la famille de mon père, la famille de ma mère, là, mes oncles, mes tantes, on était toutes pratiquement dans un univers de restauration. Des serveurs, des serveuses, mes oncles avaient un restaurant là, extrêmement populaire qui n'existe plus là, à tout près du pont de la Malbaie, qui était le Manicie. Donc, moi, j'ai grandi dans cet environnement-là. Puis c'était clair pour moi que dès que j'allais pouvoir travailler, j'allais rentrer dans un restaurant. Fait que dès que j'ai pu le faire, je pense que j'avais 13 ans, Ah oui? Oui, je suis rentrée à la plonge d'un restaurant. Puis dans cet environnement-là, bien, je gravitais toujours pour faire plus, mieux, autant au bénéfice des clients que du staff en place. C'était comme ça que je voyais ça. Tout était perfectible dans ce que je touchais à ce moment-là. Puis j'ai grandi Ma mère, elle disait, elle avait une amie qui était monoparentale puis qui avait un bon boulot, là, elle était fonctionnaire à Québec, puis elle réussissait à bien faire vivre son garçon. Puis elle me disait, il va falloir que tu étudies plus tard. Tu n'as pas le choix, il faut absolument que tu fasses de hautes études parce que si ça t'arrive, ben tu vas avoir tout ce qu'il faut pour élever ta propre famille parce que tu sais jamais le jour où tu vas te retrouver à être une femme monoparentale. Puis je vous confirme qu'elle l'avait vu venir parce que je suis une mère monoparentale avec 2 enfants en ce moment, mais c'est pas quelque chose que je porte comme un fardeau. Je m'étais préparée à ça. Donc, je dis, je m'en vais faire un bac en sexologie à l'UQAM. Puis là, elle capotait. Mon père aussi. C'était peut-être pas ça qu'elle avait en tête. C'est quoi tu vas faire là, tu sais? Tu vas-tu travailler dans ce domaine-là? Je dis, écoute, tu m'as dit d'aller me chercher un diplôme, il n'y a rien qui me tente. Moi, je me voyais, là, tu sais, un peu look pro, femme d'affaires, avec ma petite mallette dans une clinique, là, où je recevais des couples en difficulté. Moi, mon objectif, c'était d'aider des couples en difficulté. Mais pour payer mes études, parce que mes parents n'étaient pas très riches, bien, j'étais toujours dans l'univers de la restauration. Fait que puis parallèlement, j'avais envie de gérer des restaurants. Moi, je voulais gérer ça, tu sais, comment ça fonctionne. Toujours dans l'optique d'améliorer tout ça. C'est la seule affaire que j'ai eu vraiment envie de gérer de moi-même dans ma vie, à part la job que je fais maintenant, c'était de gérer des restaurants. Puis j'ai fait mon bac. J'ai jamais travaillé dans mon bac. En fait, j'ai donné des cours d'éducation à la sexualité dans un pénitencier. Oui. Puis j'étais pas vieille, là. J'avais 21 ans. T'es grosse de même, là. Tu rentres, tu t'en vas éduquer sur l'usage de tout ce qui est nécessaire là, pour protéger les détenus là, contre les maladies transmissibles sexuellement. Puis tout ce qui touche aussi le tatouage, puis l'injection de drogue, là, c'était comme un fléau. Puis, mais on était toujours bien traités parce qu'ils ne voyaient pas beaucoup de femmes. Fait que quand une femme rentre dans un pénitencier, là, c'est 21 ans,
Il la protège. Oui, oui. Il n'y a pas de débordement, mais il y a toujours un gardien qui est là pour nous protéger. Mais c'était quand même impressionnant de faire ça. Mais c'est la seule affaire que j'ai fait en lien avec mon bac, en toute honnêteté. Puis j'ai eu l'appel du retour aussi. Moi, il y avait comme un cancer qui planait sur la tête de ma mère. Puis j'étais en séparation là, d'un conjoint. Puis je dis, il faut que je revienne. La rejoindre, c'était très fort. C'est une femme qui est importante pour moi dans ma vie. Fait que je suis revenue dans Charlevoix. Je suis retournée travailler dans un restaurant. Trouver une job dans mon domaine ici, c'était pas nécessairement facile. Mais il y avait des opportunités. Fait que je faisais ma job, puis à un moment donné, j'ai dit, je suis allée de faire ma job. Ça donne bien, j'ai un bac, je peux faire autre chose. J'étais contente de me dire, j'ai ça dans ma poche, comparativement à d'autres de mes collègues qui, eux, n'avaient pas cette opportunité-là de se dire, je peux utiliser un diplôme pour regarder le champ des possibles, comme le dit si bien Josette. Mais tu as un profil aussi de leader, là, toi. Oui, Hein? mais un leader qui s'assumait peut-être pas tant à un certain moment. Fait que, tu sais, avec mon diplôme, je suis partie me trouver une job de chargée de projet en sécurité alimentaire. J'ai mis en place la première table de concertation en sécurité alimentaire dans Charlevoix. J'ai des gens ici qui m'ont connue dans ce rôle-là. Puis, à partir de là, bien, j'ai gravi certains échelons. Tu sais, j'allais chercher des jobs. J'ai mis en place des popotes roulantes pour le bénéfice du Centre d'action bénévole de Charlevoix, qui est allé chercher du financement. J'ai démarré des popotes. J'ai parti le réseau des proches aidants de Charlevoix. Ce qui est le fun de voir, c'est que c'est des bébés qui existent encore aujourd'hui. J'ai mis au monde, puis j'ai cédé à des gens qui j'avais confiance pour que ça se poursuive. Je me suis retirée. Moi, je l'ai créé, puis après, une fois que j'étais sûre que ça roulait sur le sens du monde à mon sens. Tu avais le goût d'un à moi. nouveau défi, peut-être. Bien, il y avait autre chose qui se présentait. Oui, OK. Donc, à une certaine époque, j'étais assise sur ma chaise de chargée de projet, puis là, j'avais besoin de plus. Je suis comme une fan je veux pas dire surmenage, mais je suis très multitâche, comme probablement toutes vous autres, là. Fait que j'ai besoin que ça bouge. Puis j'avais besoin d'un beau défi. Puis je savais que Hélène Dufault, de Centre Femmes au pluriel, allait prendre sa retraite. Donc, j'étais allée la rencontrer pour lui dire, moi, j'ai le goût de relever le défi de prendre ta succession. Ça faisait quand même beaucoup d'années qu'elle était là. Puis je l'ai eu. Je l'ai eu, le poste de coordonnatrice au Centre Femmes au pluriel qui était à Capellegue à l'époque. Beau défi que j'ai fait pendant 4 années. Puis pendant ce mandat-là, il y a eu des élections, des belles élections provinciales. Puis la Chambre de commerce organisait un débat avec les candidates, parce que c'était 4 candidates. Fait que c'était sûr que c'était une femme qui allait rentrer comme députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré à l'époque. Fait que je m'en vais là fascinée par ça, le fait que ce soit 4 femmes. Là, j'écoute tout le monde faire son speech. Puis là, j'ai un coup de cœur pour la députée qui est rentrée dans ce mandat-là en 18, qui était Émilie Foster. Donc, je l'ai croisée dans le parking, puis j'ai dit, si tu gagnes, moi, je t'envoie mon CV. Là, c'était comme... il fallait que je devienne son attachée politique. J'avais déjà travaillé en politique un peu avant, une petite expérience. J'avais remplacé quelqu'un parti en congé de maternité. J'avais déjà une petite base, mais je me trouvais tellement médiocre dans ce que je faisais. Mais là, je sentais qu'avec ce que j'avais appris, j'étais capable de le faire. Fait qu'elle est rentrée, elle a gagné ses élections. J'ai texté le soir même, j'ai envoyé mon CV. Il était même pas prêt. Je faisais mon CV à 11 h le soir. T'sais. J'ai envoyé, elle m'a convoqué. Elle m'a dit oui, tu vas venir travailler avec nous. Fait que je suis allée travailler pour la députée. Ça n'a pas été un mandat très long pour moi parce que je suis tombée enceinte en cours de mandat, mais l'objectif que je poursuivais, c'était toujours au service de ma communauté. Tous les postes que j'avais occupés auparavant, toujours au service de la communauté. Qu'est-ce que je peux faire pour me rendre utile? C'est fondamental pour moi. Il faut que je me sente utile à quelque chose. Je trouve qu'il y a tellement d'emplois qui ne le sont pas. Moi, ça me scandalise. C'est comme ça que je suis construite. Moi, c'est l'utilité de la chose. Fait que j'étais au service du citoyen de cette chaise-là, tombe enceinte, congé de maternité là, préventif parce que c'est trop des horaires de fou, pas capable d'aménager quoi que ce soit. Fait que moi, je grossissais tranquille chez nous. La pandémie est arrivée, donc ça a été un retour un peu plus difficile, un retour en télétravail comme tout le monde l'a connu. Puis après ça, je dis, ça n'a pas d'allure, là, on fait d'autres choses. Là, c'était plus difficile parce que j'ai été monoparentale très tôt après la naissance de mon 2e enfant. Donc, j'ai dû me trouver autre chose pour être capable de plus facilement concilier là, cette nouvelle réalité-là. D'avoir une jeune fille qui allait devenir adolescente puis un bébé naissant, là, c'était Oui, il y avait un une beau bonne défi. différence d'âge. Hein? Oui, il y a 9 ans d'écart entre mes 2 enfants. Donc, je me suis retrouvée au transport collectif à l'époque, la Corporation de mobilité collective de Charlevoix, où j'étais allée faire une job d'administration. Je voulais juste être tranquille. Je n'avais pas l'idée de diriger ça pendant tout. Là. Je voulais juste
faire ma petite affaire, j'étais bien contente, puis ça me contentait. Oui, mais chasser le naturel, puis reviens vite, Mais il y a là, toujours hein? eu des gens qui ont cru en moi, puis qui m'ont dit « Oui, mais t'es capable de tellement plus, puis tu peux faire tellement plus, puis t'as toute cette capacité-là. » Puis je le croyais pas encore tant moi-même que j'avais autant cette capacité de gestion-là. Je l'avais vécu, j'avais pas détesté ça, mais je me percevais pas comme la meilleure des gestionnaires du monde à ce moment-là. Là. Je me disais « Ah non, c'est pas ça, ma tasse de thé. Je suis mieux d'être une bonne seconde que d'être... tu sais, j'aime mieux être meilleure deuxième que d'être une première qui est pas à son summum. » Mais des gens qui croyaient en moi, puis qui m'ont poussé, puis qui ont cru. Puis il y a des opportunités qui se sont ouvertes. Donc, je me suis retrouvée à la tête de la Corporation de mobilité collective de Charlevoix, qui est devenue Mobilité Charlevoix, à la direction générale, qui a été un extrêmement beau et grand défi pour moi, là, que j'ai adoré ça, faire cette gestion-là. Et parallèlement, il y avait la direction à Saint-Irénée, là, on se le cachera pas. L'offre d'emploi a été quand même publiée pendant presque 1 année et demie, si c'est pas 2 ans, là, que la municipalité cherchait à combler ce poste-là. Je l'ai vu passer, il m'a parlé, mais je me suis dit pas tout de suite. J'avais le sentiment que j'avais encore des choses à finir ou à terminer au poste actuel. Mais il y a une petite chasseuse de tête qui est venue me toquer ça. Puis là, quand elle m'a dit écoute, ça serait parfait pour toi, tu sais, puis on aimerait ça te rencontrer. Je vous dis, la réaction que j'ai eue, j'ai fondu en larmes parce que je savais que je ne pourrais pas dire non parce que ça ne se représenterait pas 2 fois et que j'allais devoir faire le deuil d'un travail que j'adorais tellement, que j'avais à cœur la mission là, de la mobilité sur le territoire de Charlevoix. Mais ça a été vraiment plus fort et plus grand que moi. Il a fallu que je fasse le saut. Et là, j'ai cru en moi à ce moment-là. C'est vraiment à partir de ce moment-là que je croyais que j'avais tout ce qu'il fallait pour le faire. Il n'y a pas personne qui me dit hey, « t'es bonne, t'es capable, fais-le ». J'ai pas eu besoin d'être convaincue par personne. Puis je pense que là, ça a pris encore plus de sens que je fasse le mouvement. Donc, ça fait presque ça fait 1 an, en fait, que je suis à la direction de la municipalité. Puis j'adore ça autant que j'adorais faire la gestion du transport. Puis c'est toujours un emploi où on est le lien, en fait, entre des besoins de toute nature, là, des gens qui habitent le territoire et le politique qui prend les décisions, là, peu importe. Là. J'ai toujours été dans cette structure-là de lien entre le décisionnel et ceux qui vivent la réalité. Puis j'apprécie vraiment avoir travailler dans l'univers du communautaire pour ça, parce que travailler dans l'environnement communautaire, c'est vraiment voir la réalité là, sur le terrain, comment ça se passe, Annie le vit au quotidien. Donc, moi, c'est une carte que j'ai dans ma poche que je trouve extrêmement précieuse, puis je voudrais pas faire un chemin différent, en fait. Mais je me dis que c'est la gestion ou la direction qui m'a choisi et non l'inverse. Là, je me suis assise là en me disant je pensais jamais me rendre là. C'était pas ça que j'avais dans la tête comme but d'envie de m'asseoir là puis de faire ça. Je suis pas partie à 16 ans en me disant je vais être directrice de Saint-Irénée. C'était pas ça mon but. Puis je suis rendue là, puis je pense que ça se ressent, mais j'en suis fière parce que je l'habite, je l'incarne. Là. J'ai arrêté de chasser mon naturel. J'ai appris à vivre avec. Là. Hey, je vais nous inviter... Oui, j'y crois. Ah oui, j'y crois. Je vais nous inviter à aller prendre le bateau, puis à traverser sur notre île si belle que l'on voit du quai de Baie-Saint-Paul. Caroline Perron, directrice Caroline Desmoulins. Oui, pourquoi pas? Ça va être ton surnom, ma belle Caroline. Caroline Perron, Desmoulins de l'île aux Coudres. Est-ce que c'est un poste que tu occupes depuis longtemps? Puis comment t'es arrivée? Comment ça s'est présenté à toi? Comment ça s'est présenté? Moi, je crois sincèrement que la vie nous amène là où on doit être. Parce que, à la lumière de mon parcours, je me dis, rien ne m'amenait au moulin de l'île aux Coudres. Et là, ça fait 20 ans que je suis là. T'es-tu sérieuse? C'est sûr, j'ai commencé à 10 ans, on va dire. Là. Je veux pas quand même dévoiler mon âge. On va dire 10 ans. Je dis toujours, on va dire 10 ans, là, mais ça fait quand même 20 ans. Tu portes bien la trentaine. J'ai pas, merci. C'est ce que je voulais entendre, donc... Mais essentiellement, comme tu l'as si bien dit, né dans un milieu insulaire, vraiment ancré. Là. On sait que le fleuve entre Saint-Joseph-de-la-Rive et l'île aux Coudres est beaucoup plus profond. Oui. C'est pour cette raison que les bateaux passent de ce côté-là et non du côté de la rive sud, parce que c'est des bancs de sable. Là. Oui. Donc,
Et moi, mes racines, ils sont tellement profondes. Ils passent, ils vont de l'autre rive, ils reviennent sur l'île. Donc, je suis ancrée, mais ancrée. Et ça passe là, sur le continent, c'est-à-dire qu'il nous relie à la rive nord, et ça revient à l'île aux Coudres. Donc, T'es une algue spéciale, vraiment ancrée spéciale. profondément. Oui, oui, c'est vraiment un spécimen encore méconnu, comme on dit. Alors, il faut se rappeler, comme je vous le disais, là, j'ai à peine 30 ans, donc il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y a pas de secondaire 5 à l'île aux Coudres. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Alors, mon père avait une entreprise, a toujours été, même ses frères, dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'était une fibre qu'ils avaient en eux. Ma mère, qui vient d'une très, très grande famille, que ses parents sont morts très jeunes, qui a dû élever ses frères et sœurs qu'il y avait 1 an, sinon ils auraient tout été, dans le fond, séparés à la naissance, a fait le choix de les élever, qui était quand même une famille assez nombreuse. Elle avait quand même cette fibre-là en elle, même si elle n'a pas pu la pratiquer réellement. Donc, je dis toujours que moi, j'avais cette fibre-là, que je probablement ne savais pas, là, mais mon père était dans le domaine de la machinerie lourde, excavation, terrassement. Donc, moi, j'étais dans un milieu d'hommes, un milieu vraiment terrain, de la terre. Moi, c'est ce que je connaissais. Et à un moment donné, vient le moment, tu es en secondaire 4 et tu dis, bon, là, si je veux poursuivre, je dois quitter l'île. Mais à l'époque, c'était comme pas... Le transport collectif n'était pas aussi adapté pour dire on le fait matin et soir. Nous, il fallait partir en appartement. Alors, on quittait le nid le dimanche soir et on revenait le vendredi. Et on avait... Ma cousine avait 15 ans quand j'ai parti en appartement avec elle et moi, j'avais 16 ans. Donc, imaginez 2 petites jeunes filles qui se ramassent en appartement, il faut qu'ils subviennent à leurs besoins. À Baie-Saint-Paul? À Baie-Saint-Paul. Nous, on avait fait le choix d'aller à Baie-Saint-Paul, à la polyvalente. Et à l'île aux Coudres, moi, j'étais 20 dans ma classe. On était quoi? Peut-être même pas 70 au secondaire. Et là, on arrive dans la grande polyvalente à l'époque, presque 1000 étudiants et plus, là. Le petit casier, on connaissait pas ça, le petit casier, là. Donc, le choc a été quand même assez impressionnant. Mais moi, je naviguais bien dans ça, puis je me suis toujours demandé pourquoi. Moi, j'ai bien navigué dans ça. Moi, j'étais convaincue qu'il fallait que je quitte l'île, fallait que j'étudie. Et pourtant, j'aurais pu même tout de suite travailler dans l'entreprise familiale et j'aurais pu rester là et ça aurait été quand même une carrière, je pense, là, qui aurait pu se faire là. Mais moi, c'était, je quitte l'île, je vais étudier. Quand on quitte le secondaire 5 à Baie-Saint-Paul, bon, on fait quoi? Je ne le sais pas. Donc, je prends la coche la plus difficile, que je ne sais pas, c'est-à-dire, à l'époque, les sciences pures. Oui. Alors, la fille, elle se lance en chimie, en physique, en bio, puis là, elle navigue là-dedans. Puis moi, l'objectif, c'était... Tu vas rentrer à l'université. Je me faisais des scénarios dans ma tête, là. Je dis tout à l'heure, je n'avais pas le côté artiste, mais j'étais bonne à me faire des scénarios. Je suis encore bonne aujourd'hui. C'est le seul côté artiste que j'ai. Et dans le fond, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Bien, j'ai dit, je vais aller dans un domaine contingenté, ça, c'est sûr. Donc, ça me prend les plus hautes notes. Donc là, imaginez, là, la nerd en sciences pures, là, c'était moi, ça, là. On dirait que j'ai vraiment bifurqué, là. J'ai pas le même style aujourd'hui. Tant mieux. Et... je me suis ramassée à ce moment-là à explorer. Et là, j'ai dit, moi, je veux aider les gens. J'ai décidé que je voulais aider les gens. Donc, j'ai dit, je vais aller faire des stages au Centre Cardinal Villeneuve. Je vais être ergothérapeute, physiothérapeute, psychoéducatrice. J'ai été faire des examens d'entrée à l'université à Montréal. Mais c'est quand j'ai ressorti de tout ça, j'ai dit, il n'y en a pas question. Je ne peux pas passer ma vie à faire ça. Et là, j'avais les notes pour être un comptable agréé, là. Moi, les colonnes de chiffres, tout ce qui était finance, les maths intégrales, c'était moi, ça. Ça te faisait triper, là? Ça me faisait triper. OK. Mais je dis, je ne passerai pas ma vie à calculer des chiffres. Bien, je vais passer ma vie à faire quoi? Là, à un moment donné, tu viens que... faut se définir, puis il faut que je rentre à l'université. J'ai dit, j'aime l'humain, j'aime la gestion. On va aller faire quand même des études en relations industrielles qui vont toucher tout ça. J'ai adoré. À la lumière de ça, j'avais pas assez de gestion. J'ai poursuivi encore un autre diplôme en administration. Et là, moi, j'étais convaincue que j'allais rester à Québec. Moi, mon milieu de vie, c'était Québec. Je regardais pour des stages et tout. Mais un peu comme toi, mon père est tombé malade. Un cancer frappait à la porte. Donc là, l'entreprise familiale. Donc là, je dis, je vais aller donner un coup de main quelques mois.
pour vraiment, on a toujours espoir que ça va se rétablir, ça n'a pas été le cas. Donc, je me suis trouvée à la barre de l'entreprise familiale dans un domaine d'excavation, terrassement, transport de bois sur la Côte-Nord, du courtage de transport. On avait des machineries à l'époque dans le gros chantier de la Côte des Éboulements. C'était fou. C'était fou. Donc, et là, mon frère qui était dans l'entreprise avec moi, lui, justement, était sur les chantiers. Donc, c'est moi qui vraiment faisais la répartition des tâches, des gars, les logbooks à l'époque. Il n'y avait rien d'informatisé, là. Donc, ça fait juste un an que c'est informatisé, soit dit en passant. De quelques mois, est-ce qu'on peut penser que de quelques mois, ça s'est prolongé? Ça s'est prolongé. Ça s'est prolongé, oui, jusqu'à temps que je vois passer une offre d'emploi à la municipalité de l'Île-aux-Coudres. Puis il y avait besoin de quelqu'un pour... Il y avait une grosse fusion municipale, il y avait besoin. Puis là, l'hiver, c'est un petit peu plus tranquille. J'ai dit, je vais aller voir comment ça fonctionne, le domaine du fonctionnaire un peu municipal. Et là, en l'espace de 4 mois, on était quand même 4, la directrice cogne à mon bureau et elle dit, tu vas me remplacer cet été. Moi, je quitte en vacances et t'es la seule. Bien, j'ai dit, je peux pas faire ça. Moi, j'ai une entreprise familiale, je forme quelqu'un là, qui me remplace, puis moi, l'été, c'est là que ça bouge, là. J'ai dit, je fais quoi, là? T'as comme pas le choix. On est vraiment dans la misère. Et là, on est en règlement d'emprunt. Il y a un gros projet de 30 millions d'aqueduc et d'égouts. Oh, l'aqueduc et l'égout, moi, c'est mon domaine. Un petit défi, là, un petit défi. Puis il faut que tu t'occupes de la suite du projet, parce que là, on est avec les firmes d'ingénieurs. Oh, là. Mais, je dis, on se lance. Donc, mais c'est une forme d'excavation, ça. Ben oui, quand même pas loin de ton moi, domaine. c'était ça aussi qui m'interpellait, là, tout le fait. On va creuser là, dans les rues, là, donc il va y avoir de ça aussi. Alors là, j'ai tout, dans le fond, vécu ce beau chantier-là à la municipalité, qui était quand même majeur, là, 30 millions à l'époque, là, avec une aide financière majeure. C'était l'une des municipalités qui avait eu le plus haut taux d'aide financière à l'époque. Le député était venu, qui était ministre, M. Bertrand, à l'époque, en hélicoptère. Là. Écoutez, il avait débarqué à Lille. Oui, c'était... Mais ça fait pas longtemps là, qu'il n'est plus en politique. Non, parce que t'es jeune encore, moi. Toute jeune. Et là, dans le fond, bref, d'une chose à l'autre, ben, à un moment donné, ceux qui quittaient soit pour des congés de maternité sont revenus. Donc, et là, à un moment donné, les moulins, parce que là, la gestion de l'entreprise familiale, j'avais formé quelqu'un par mes soirs pour prendre la relève. Et là, je dis, ce serait dommage d'enlever l'emploi à cette personne-là qui œuvrait bien dans l'entreprise. Donc, j'ai dit... Au Moulin de l'Île-aux-Coudres, il y avait un coordonnateur qui était de gestion municipale qui quittait. Puis j'avais dit, si vous avez besoin, je pourrais aller donner un coup de main. Parce que là, les autres qui arrivaient de congé revenaient à la municipalité. Donc moi, mon rôle se trouvait un petit peu plus en arrière-plan. Et c'est comme ça, dans le fond, qu'ils ont dit, oui, on va te prêter 2 jours semaine durant l'été. Mais tu ne géreras pas les ressources humaines. Tu vas juste aller là pour t'assurer que les moulins fonctionnent. OK. J'ai parti avec ma petite valise. Le mardi, le mercredi, j'allais au moulin. Et là, on rentre, les employés... Non, j'ai dit, vous me parlez pas, c'est pas moi qui gère les ressources humaines. Donc, imaginez, là, on est là. Et là, ils ont dit, oui, il faut piquer les meules. Pique-la. Moi, je sais même pas c'est quoi une meule. Ça veut dire quoi? C'est ça. Donc, je vous fais une image, mais c'est à peu près ça, mon entrée au moulin. Et par la suite, il y a eu quand même un travail en amont qui s'était fait pour faire un gros développement, c'est-à-dire le projet de construire le gros bâtiment d'accueil et vraiment développer les moulins et de créer un OBNL. Et là, c'est là qu'on va faire le poste de direction générale que j'ai accepté. On parle du début de la construction, on est en 2004, 2005, on inaugure. Et là, depuis 20 ans, je suis encore là, passionnée. Les moulins, c'est intrinsèque en moi. Il y a 2 ans, on a encore investi tout près de 2 millions. Je viens de présenter un très gros projet pour restaurer justement les moulins, parce que les moulins, ce sont quand même des bâtiments avec une mécanique à l'intérieur. C'est un lieu de patrimoine vivant, c'est nos racines encore qui sont tissées très serrées. Donc, je m'amuse. Pour moi, c'est pas un travail. Je rentre au moulin, je sors, je ne sais pas quand je sors quand c'est fini. Des fois, on me dit, là, ben prends un break, là. Excusez l'anglicisme, là. Mais c'est ça, les moulins, ça m'habite encore.
comme au premier jour. Donc, c'est sûr, c'est... Tu mérites bien ton surnom. Oui. Hein? Caroline Desmoulins, elle l'a dans le cœur. Mais je vois qu'on est toutes des femmes passionnées. Et Karine, je t'ai gardée pour la fin parce que je pense que sur cet échange ici de 8 femmes pour le 8 mars, tu es celle qui occupe un poste de direction depuis le plus longtemps, n'est-ce pas? Ça fait 26 ans, oui, cette année, 26 ans. Mon parcours a commencé par un emploi étudiant. À l'âge de 16 ans, j'ai été animatrice de terrain de jeu dans la municipalité où j'habitais, à Ville-d'Anjou. Puis, ça a été comme un coup de cœur, le milieu municipal. Ah oui, OK. Je fréquentais l'hôtel de ville, les services, les loisirs, et j'ai pu voir un peu tout ce qui gravitait autour d'une municipalité, tout ce qui faisait en sorte que l'hôtel de ville fonctionnait. Puis après ça, j'ai dit, moi, c'est là que je veux travailler, dans une municipalité. Puis j'ai choisi l'urbanisme qui était comme une valeur sûre, puis qui m'amenait à avoir une influence sur le milieu de vie, comme je le voyais, le rôle d'une municipalité. C'est là que j'ai choisi d'aller étudier en urbanisme à l'université. J'ai fait quelques années cégep, là, tout le temps. Je retournais été après été là, comme animatrice. Tu nourrissais ton désir ou ton souhait d'être dans ce milieu-là en allant travailler là l'été? Oui. Okay. Puis je suis devenue monitrice en chef, etc. Donc, j'ai gravi les échelons aussi à l'intérieur du service des loisirs de la ville. Puis l'urbanisme, bien, j'ai adoré aussi. Là, c'est des études vraiment super intéressantes. Puis j'ai choisi après de continuer pour aller faire une maîtrise en administration, puis me donner un peu toutes les cordes qui me permettaient de dire, bien, justement, de toucher à tout dans une municipalité. Avec un poste de direction, bien, on a l'occasion d'être un peu comme un chef d'orchestre, en fait, de travailler avec tous les services, tous les départements, puis de pouvoir faire progresser chacun des volets de la municipalité. Fait que j'ai choisi de faire ma maîtrise, puis par la suite, bien là, les possibilités m'ont toujours amené à voir les régions puis le milieu rural comme étant une opportunité plus que la ville. J'ai grandi en ville, mais l'été, moi, ma mère est native de Baie-Saint-Paul, j'ai toujours passé mes étés à Baie-Saint-Paul, même, c'est ça, étudiante à l'université. J'ai travaillé comme serveuse au Cœur de Loup dans les premières années du Cœur de Loup sur la rue Forgette, la terrasse. J'ai toujours voulu revenir ici. Fait que c'est certain que quand j'ai eu terminé mes études, bien, le choix de Charlevoix ou des régions était comme incontournable pour moi. Puis, de fil en aiguille, il s'est ouvert un poste qui me parlait. C'était celui d'agent de développement rural, justement. On était à l'époque de la création des CLD, donc en 98. Puis, tout était à faire, là. Le gouvernement donnait quand même des nouvelles responsabilités aux régions là, pour assumer le développement local. J'ai été agente de développement rural pendant 2 ans. J'ai eu des mandats magnifiques à l'île aux Coudes, entre autres, dans toutes les municipalités. Ça m'a permis de côtoyer aussi les élus municipaux, encore là, les employés. Puis 2 ans plus tard, le poste de direction générale s'est libéré à la MRC. Puis il y a eu des personnes qui ont cru en moi, comme toi, Amélie, des gens qui m'ont incité, qui m'ont dit, bon, tu sais, je pense que tu devrais l'essayer, mais c'est sûr, quand on est jeune, on n'y croit pas trop, on doute aussi de nos capacités. Fait que j'ai fait le processus, puis on m'a accordé ce privilège là, de diriger la MRC. J'avais 28 ans. Je commençais, mais c'est certain que les MRC ont évolué beaucoup aussi dans les dernières années. À l'époque, on était une dizaine d'employés. On est aujourd'hui 35. C'est sûr qu'on s'est fait confier beaucoup de choses, beaucoup de rôles, et ça continue. Donc, avec le temps aussi, les défis sont venus s'ajouter. Puis, c'est un milieu très stimulant, très motivant. De travailler avec des gens encore là, justement, dans plein de domaines, plein d'activités très différentes, mais qui se rejoignent parce qu'on est là, justement, pour assurer et supporter le développement là, de la collectivité, puis surtout ajouter au mieux-être de la population, mais dans tous les domaines. Tu sais, on est en culture, puis là, je dis développement économique, développement local, social. C'est ajouter des enjeux. Annie parlait d'habitation. Donc, c'est ajouté aussi dans les dernières années des nouveaux défis. On est dans l'accueil des populations immigrantes. Donc, on s'est vraiment diversifié, mais
Là, on parle d'enjeux climatiques, de changement climatique, d'environnement. Fait qu'en 20 ans, j'ai vu les choses évoluer beaucoup, mais le défi est encore là, puis la flamme est toujours là parce que justement, on va vers tout le temps quelque chose de nouveau. Fait que c'est toujours un milieu qui me passionne encore après 26 ans pour répondre à ta question. Mais c'est sûr que je suis vraiment dans mon élément. Oui, on le sent encore, ta passion, quand on te côtoie, Karine, puis comment tu tiens à cœur aussi, comme d'ailleurs toutes vous, là. Donc, on voit des parcours vraiment super intéressants. Moi, j'en ai appris sur vous, chacune de vous, mais j'imagine que ça a piqué chacune votre curiosité. Alexandra, y aurait-il une question ou quelque chose que tu voudrais lancer à notre panel de femmes exceptionnelles et merveilleuses? Pour avoir gravité dans un environnement là, de femmes, puis d'avoir géré un centre femmes, on a l'habitude, dans ce genre d'événements-là, pour souligner le 8 mars, de reculer très, très loin là, de ce qui s'est passé auprès de nos mères et nos grands-mères, puis même avant ça. Mais là, en ce moment, j'ai entendu tout le monde, puis je me pose vraiment la question de notre génération à nous, de femmes. J'ai entendu beaucoup l'importance, à une époque spécifique, d'aller chercher des diplômes. T'sais, les études, c'était comme vu comme la porte de sortie qui allait sauver, en fait, l'avenir des femmes que nous sommes devenues. Moi, je l'ai senti comme ça pour moi, puis je l'ai senti pour d'autres, mais je veux savoir si c'est une impression partagée ou s'il y en a qui ont vécu ça différemment. Je vais y aller, si tu me permets. C'est clair. Puis je l'ai dit d'emblée, ma mère nous a poussés. Ma mère est du jour au lendemain tombée avec 2 enfants, une époque dans les années 70, là, vous venez de deviner mon âge, avec 2 bébés à la maison, pas de diplôme, a toujours été sur le marché du travail, nous a toujours tout donné. Puis elle a dit, je ne veux pas que vous viviez ce que j'ai vécu. Je ne veux pas que, tu l'as souligné tout à l'heure, je ne veux pas que vous vous retrouviez demain matin, puis que vous soyez pas autonome, puis que vous travaillez à des heures, parce qu'elle a travaillé, elle a commencé dans des bars et tout ça. Fait que, pour elle, c'était clair, il faut que ses enfants, puis ma sœur détestait l'école. Elle détestait, elle dit, il n'y a pas de problème, mais je te garde pas à la maison, tu vas aller faire des ménages. Moi, je n'irais pas faire des ménages, j'avais de la misère à faire des choses. Fait que, tu sais, le diplôme, puis maintenant, elle est enseignante, ma sœur. Donc, voilà, fait que, tu sais, effectivement, tu sais, je pense que pour elle, c'est les valeurs qu'elle nous a données parce qu'à son époque, elle aurait voulu aller aux études, puis il était 10 enfants, puis elle a dit non, elle dit, c'est pas toi qui vas aller aux études, c'est tes frères. Puis elle s'est fait freiner à cette époque-là, alors que nous, c'est une autre génération, parce que justement, on a le droit d'être ce qu'on est. On est tous des femmes de tête qui ont des beaux postes, puis ça, je trouve ça merveilleux, et tant mieux. Je trouve qu'effectivement, c'est notre génération, puis il faut encourager ça aussi, malgré les obstacles qu'on peut vivre en tant que femme dans des postes. Oui, Amélie? Bien, moi, j'ai beaucoup aimé entendre, c'est un des fils conducteurs un peu des différents profils, là, puis des différents parcours, mais c'est que l'éducation, c'est un outil d'émancipation. C'est important. C'est un outil d'émancipation qui nous permet une autonomie. Mais c'est aussi une façon d'habiter le monde, puis d'exister dans le monde, puis d'apporter notre couleur. Puis, vous parlez des générations précédentes, il n'y avait pas accès aux études. Bien, le monde était fait par ceux qui avaient accès aux études puis qui occupaient ces postes-là. Puis je pense que c'est important de s'en souvenir, d'autant plus que dans Charlevoix, il y a un enjeu d'accessibilité aux études pour la population. Fait que je trouve ça très important qu'on en parle aujourd'hui. Puis ça me touche de voir que ça ressort dans la conversation parce que moi, on parlait d'utilité, là, le besoin de se sentir utile. C'est un autre fil conducteur dans les conversations qu'on a eues. Moi, c'est la mission que j'ai vraiment à cœur dans mon travail actuel, c'est de favoriser cet accès aux études supérieures pour les gens de Charlevoix parce que c'est vraiment un enjeu majeur, puis pour les filles aussi. Parce qu'il faut des modèles, puis là, on en est aujourd'hui autour de la table, mais de ramener ce discours-là d'importance, de faire le pas, même si on ne vient pas d'une famille qui est habituée à ça ou qui a les moyens, bien, ça vaut la peine d'investir dans ces études. On le récupère de 1000 façons différentes et on le redonne. Et les femmes, mon Dieu, qu'on redonne de 1000 façons différentes aussi à notre communauté. Puis je pense que c'est une des belles choses qui émergent à la conversation aujourd'hui. Mais tu vois, moi, d'être allée faire
la maîtrise en management, c'était vraiment un peu, comme tu disais, d'aller me chercher des outils parce que je sentais pas que j'avais une légitimité. Ça m'a pris du temps avant, puis je me la donne, puis je me la donne pas en même temps. Mais au moins, là, j'étais capable d'attraper quelque chose. T'sais, j'avais un outil sur lequel je pouvais m'appuyer. Donc, dans le livre, ça disait ça. Fait que là, je pouvais peut-être l'appliquer puis me l'approprier. Mais je me sentais, puis je me sens encore hyper... oui, je suis bien dans mon poste, mais je me pose plein de questions. Je me remets toujours en question. Le syndrome de l'imposteur, il est jamais très, très loin. Puis, moi, peut-être j'irais vers toi parce que, tu as été jeune dans un poste de direction à un moment où est-ce qu'il y avait peut-être pas tant de femmes en poste de direction. Là, on en parle, il y a de plus en plus de femmes dans les postes de direction, mais sincèrement, je sens pas que le regard vers les femmes a nécessairement tant que ça changé. Je trouve qu'on en parle beaucoup, mais est-ce que les gestes sont faits? Moi, on me demande souvent si je suis mon assistante. Là. Genre, vraiment souvent, là. C'est « Ah oui, ben parce que je suis habillée en salopette. » Parce que, il y a souvent ça, mais il y en a des femmes en arrière de moi qui sont passées puis qui ont eu des postes de direction. Fait que peut-être j'aimerais ça t'entendre sur ce début-là. T'es à 28 ans, t'es dans un nouveau poste aussi, d'une nouvelle conception des choses. Peut-être c'est ça que j'aimerais te lancer, là. Bien, la question est bonne. Oui, quand j'ai commencé, effectivement, parmi les directeurs généraux de MRC au Québec, les femmes étaient en minorité. Là, maintenant, ça a changé. Je dirais que c'est presque moitié-moitié. Les femmes ont différents parcours qui les ont amenées aussi à occuper les postes de direction. Au départ, c'est sûr que moi, j'ai toujours vu, puis ça nous amène à parler un peu de féminisme, mais un féminisme assumé dans le sens où, tu sais, des fois, j'avais le choix. Quand j'étais étudiante, c'était encore à la mode, là, des regroupements juste de femmes, le regroupement des femmes d'affaires, puis les hommes d'affaires étaient comme séparés. Puis là, des gens disaient, bon, tu sais, tu veux-tu participer à cette activité-là des femmes d'affaires? Bien, je disais, non, pourquoi je ne vais pas participer à celle des hommes d'affaires ou des gens d'affaires? Tu sais, puis je trouve ça le fun avec le temps, c'est ça. Aujourd'hui, on parle de gens d'affaires. Puis ça a toujours été un peu mon leitmotiv d'aller comme imposer l'attribut féminin dans un milieu d'hommes. Puis, même chose, les élus municipaux. Encore aujourd'hui, malheureusement, on en parlait là, tout à l'heure avant, il n'y a encore pas suffisamment de femmes pour atteindre la parité. Donc, c'est un beau défi encore pour les femmes parce qu'il y a une place. Puis, encore là, il faut que les femmes occupent les champs qui sont occupés par les hommes en majorité. Fait qu'avec le temps, en tout cas, j'ai essayé toujours de briser ces barrières-là puis de me donner, justement, de prendre la place qu'on pouvait prendre. Parce que c'est sûr, on peut douter de nous, on peut avoir plein de... Mais non, il faut foncer, puis il faut se dire qu'on a un rôle à jouer, puis il faut porter les préoccupations féminines. Tu sais, c'est ce que les femmes en politique font autour d'une table, comme c'est la diversité, dans le fond, qui est gagnante, là, autant au niveau des âges que des sexes, que de la représentation de tous les groupes. On parlait de population d'accueil immigrante, etc. Mais ça, il faut se le donner, puis il faut foncer, puis... Il faut avoir le guts de le faire. Puis aujourd'hui, encore, je pense qu'il faut continuer, puis il faut se le dire, parce que c'est pas un acquis. Dans bien des pays du monde, ça l'est encore moins. Donc, il faut vraiment se dire qu'on faut occuper ces champs-là puis ces places-là. En tout cas, j'ai essayé de le faire avec le temps, tout le temps. Je ferai un petit peu de pouce sur... parce que c'est très intéressant ta question, Gabrielle. Est-ce que les embûches que tu vivais il y a 28 ans sont différentes aujourd'hui? T'sais, les défis que tu as pour être ta gestionnaire qui prend sa place complètement, est-ce que ça l'a changé ou il y a des choses qui sont encore présentes? Bien, oui, ça va toujours rester. Tu sais, les gens qui doutent justement des capacités, soit d'une femme, on en parlait encore tout à l'heure, des fois des commentaires que les gens vont avoir sur les propos des femmes ou comment elles s'habillent ou comment, tu sais, celles qui sont en politique le vivent encore plus. Annie, tu côtoies les élus municipaux, tu en entends des choses aussi, malheureusement, qui ne sont pas toujours élogieuses à l'endroit des femmes, des questions puis des commentaires qu'on n'aurait pas à l'endroit des hommes nécessairement. Fait que, oui, ça existe encore, malheureusement. Fait que c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas rien d'acquis. Là. Je ne sais pas, Annie, est-ce que tu en entends des choses parmi les élus municipaux que tu côtoies, j'imagine? Puis toi aussi, tu as brisé quand même plusieurs barrières pour occuper le poste de conseillère municipale?
Totalement, tu sais. Puis c'est de valeur. Tu sais, là, on parle de 2021 à 2026. Et moi, comme un double stéréotype, c'est-à-dire femme en politique et femme avec un handicap. Écoute, le premier contact que j'ai eu avec la politique, c'est une photo officielle qu'on fait. Les journalistes sont là, tous les gestionnaires au niveau de l'administration publique. Et dans la salle, pendant qu'on essaie de s'installer, que le photographe nous dit je suis la seule femme, donc, au conseil municipal. Et déjà, j'ai des commentaires qui sont exprimés très fort et qui sont très sexistes. Et j'ai été obligée de dire, j'ai comme mis tout de suite mes limites. J'ai dit, c'est le dernier commentaire durant mon mandat que je vais entendre au niveau du sexisme. J'ai dit, je ne veux plus jamais entendre ce type de commentaire-là. Ça l'a fait un froid, mais c'était fini. C'était nécessaire. C'était nécessaire. Je ne pouvais pas croire que j'étais en photo officielle avec des journalistes, avec ma famille qui est là, avec les gestionnaires, que j'entends ça alors que je suis la seule femme en avant. Je trouvais ça vraiment déplacé. Et mon deuxième, bien, c'est sûr que mon handicap. On parle d'inclusion. Si on parle beaucoup d'immigration, on parle beaucoup de ton orientation sexuelle, on parle rarement de l'handicap. Pour voyager dans le monde, au Québec, on se dit beaucoup inclusif. Malheureusement, quand on vit une différence, on ne l'est pas tant que ça. Une fois que j'ai été élue, bien, beaucoup de commentaires ont été « Mais là, elle est handicapée visuelle, ce qu'elle va faire là, elle n'est pas capable de faire sa job de conseillère. » Alors que le maire dit « Bien là, elle gère un organisme communautaire qui est un gros organisme depuis plusieurs années, j'imagine qu'elle va être bonne. » Puis que, tu sais, elle est là. Puis, tu sais, on n'a pas posé de commentaires sur le fait que j'avais des capacités, que j'avais du jugement, j'avais une expertise. On l'a jugé sur mon apparence, sur une limitation que j'ai. J'en revenais pas. Le milieu politique, des fois, c'est ça aussi. Et pourquoi qu'il y a peu de femmes? C'est ce regard des autres qui... On parlait tout à l'heure, ta salopette, puis on dirait qu'on n'a pas le droit, justement, là, qui disait, là, avant qu'on entre en ondes, elle ressemble d'une comptable. Voyons, ça n'a même pas de sens. Elle est habillée comme une comptable. Ben, pourquoi qu'on le dit jamais aux hommes, ce commentaire-là? Jamais on va l'entendre parler de ces commentaires-là. Et c'est drôle parce que des fois, les entrepreneurs font le tour. Donc, ils vont appeler chaque conseiller pour parler de leur dossier. Là, je fais, ben, moi, il n'y a personne qui m'a appelé. Je suis comme la seule qu'on n'appelle pas. Ah, ben, coudonc, je ne dois pas être si intelligente que ça. Et c'est drôle parce qu'au centre communautaire, je suis directrice, je gère un bâtiment. Donc, le toit coule, il y a des affaires. Et j'ai un de mes anciens présidents qui a décidé de monter sur le toit et de m'expliquer comment ça fonctionne. Ben, j'ai dit, il y a 3 mois, j'étais sur le toit de mon père en train de faire la toiture. Et ma première maison, je me suis autoconstruite. Ah ouais? Tu as ces connaissances-là? Ouais. Fait qu'on est obligé de s'expliquer, de dire, ben moi aussi, ça se peut que je connaisse ça. C'est surprenant. C'est surprenant. Puis, tu sais, on est obligé de se défendre. Ben voyons donc, je suis si poche que ça. Tu sais, je veux dire, on a le droit aussi d'avoir ces connaissances-là. Je sais pas s'il y en a autour. Tu sais, il y en a-tu qui l'ont vécu? Parce que là, tu sais, je te regarde, tu me dis au début la meule et tout ça. Tu gères un moulin. Tu gères des moulins avec une mécanisme. Tu sais, avec ces mécaniques, ça doit... Est-ce que tu le vis, ça? Je l'ai vécu à certains égards et moi, j'ai fait un choix. Il m'est arrivé un événement dans ma vie, je n'irai pas dans le détail, à la mi-de-carrière. Je tombe enceinte, un enfant formidable et tout, attendu, bref. Et on va faire un séjour à 8 mois. Faut pas que je tombe dans l'émotion, même après tout ce temps. Parce qu'il y a quand même, aujourd'hui, il est au cégep, puis on s'entend, ça va très bien, là. On a fait un séjour aux soins intensifs de l'unité mère-enfant avec un bébé de 8 mois. Et la femme très solide, là, que moi, quand j'ai arrivé dans l'entreprise, que mon père était malade et c'est tout lui qui faisait les achats de son commerce, on recule de quelques années, la petite jeune fille qui venait sortir de l'université, qui est grosse comme un pou, qui est très blondinette, qui se promène avec ses petits souliers, elle rentre là, dans les endroits au parc Colbert et c'est elle qui fait les achats. On me regardait plus ou moins, là. Mon père qui traînait de la patte en arrière avec sa maladie, c'est lui qu'on regardait, là. Mais moi, si on me regardait pas, c'était pire. Moi, je m'imposais. Et là, il a fallu que je m'impose. Et j'avais pas de demi-mesure.
parce que ça prenait 3 secondes, c'est moi qui regardais. Il a fallu que je prenne cette place-là et que je m'impose à double mesure parce que je sentais. Cependant, je dois être honnête, une fois que j'ai été imposée, j'avais le fort sur moi parce que je savais de quoi je parlais. Mais quand je rentrais dans une place que c'est que des hommes, il y en a des jeunes, il y en a des plus vieux, ton père est là, mais tu vois que ton père est affaibli, c'est pas lui qui va faire la transaction d'achat, c'est des pièces de mécanique, c'est lui qui connaisse, là. Celui-là qui traîne en arrière, là, qui a la petite couette blonde puis qui est jeune, il la regarde pas, mais pas du tout. Mais c'est moi qui arrive au comptoir, c'est moi qui fais les négociations, c'est moi qui ai les termes techniques, là. Et ce que je trouve, c'est qu'une fois que j'ai pris ma place, une fois que j'ai développé cet aspect-là de moi, ça m'a servi tout au long de l'année, de ma vie, dans mes différentes étapes. Sauf que quand j'ai arrivé dans mon séjour aux soins intensifs, alors là, ça a été la fille forte, il n'y en avait plus. Et à partir de là, la vie a pris un autre tournant. Et j'ai relativisé tout le reste depuis ce temps. Et maintenant, mesdames, je vous informe que toutes les personnes qui ne m'apportent rien dans mon travail, je ne travaille pas avec eux. J'ai ce choix-là. Et c'est ça qui fait en sorte que j'ai encore cette passion-là, aujourd'hui, au moulin. Et chacune des personnes avec qui je travaille, et j'ai la chance, entre autres, d'avoir une femme que je travaille, c'est une architecte qui travaille les projets des moulins. Et elle vient là, d'un milieu d'hommes aussi. C'était pas facile. Elle a vraiment fait tomber des murs. Là. C'est vraiment un milieu pas facile. C'est un modèle pour moi depuis 2010. Ça fait quand même plus de 15 ans qu'on travaille ensemble. Et je lui dis, bien, la vie, je la remercie, là, d'avoir mis des gens comme ça sur mon parcours. Je travaille avec un ingénieur, un homme, il est extraordinaire. Et je lui dis, et je le dis maintenant aux gens, parce que la vie, elle peut s'arrêter demain, là. Moi, j'en ai pris connaissance vraiment à ce moment-là au Centre Mère-Enfant. J'ai été trop longtemps dans les corridors que je peux me rappeler de toutes les chambres avec tous les enfants qu'il y avait dedans et leur petite histoire. Et ça marque une vie. Et on ne peut pas dire qu'au sortir de ça, que la vie va être la même. Mais il faut se servir de cette épreuve-là dans une vie pour, après ça, dire, bien, on va le faire de façon positive. On va travailler avec des gens qui vont nous apporter et on va leur dire. Alors, c'est pour ça que ça m'a forgé. Probablement qu'un homme aurait arrivé dans le domaine, il n'y aurait pas eu à faire cet effort-là. Mais moi, j'ai décidé de dire, je vais faire l'effort, mais ça va me servir pour le reste. Mais j'ai dû faire cet effort-là, évidemment. Ça t'a transformée. Oui. Anne-Marie, je te relance parce que tantôt, tu disais j'aurais une question à poser au groupe. Bien, Parce que, oui. Finalement, on est allé beaucoup sur ce sujet-là de fil conducteur, puis en fait, puis ça passe beaucoup aussi parce que tu viens de dire, ce qui me touche beaucoup, en fait, tu dis que cette épreuve-là t'a permis de laisser aller des batailles, tu sais. Moi, ça m'a beaucoup parlé parce que non seulement on a lancé notre entreprise quand j'avais 19 ans, on avait 19-20 ans, et j'étais en binôme avec un homme tout le temps. Puis je le suis encore. Clément et moi, on est... et bien sûr, nos collègues, mais tu sais, le festif dans la tête des gens, c'est surtout soit Clément ou soit Clément et Anne-Marie, parce que à la base, bien, on est les deux là depuis 17 ans, puis on a bâti ça ensemble. Mais quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup été dans cette lutte-là ou bataille-là de toujours... Hey, je suis là aussi, moi. Il y a pas juste Clément, on est là depuis le même temps, puis on fait le même travail. Puis, tu sais, il y a eu beaucoup ça. Puis là, au fil des années, tu te rends compte que c'est plus important parce que les personnes qui doivent le savoir, qui doivent reconnaître ton travail, le reconnaissent. Tu sais, je suis plus dans, justement, aller me battre pour dire « Allô, n'oubliez pas que je suis là ». Je suis vraiment plus là-dedans. C'est ça, je suis vraiment plus apaisée. On a complètement on est tellement complémentaires. Puis
moi, mon travail se fait ailleurs que dans la lumière. J'ai peut-être moins besoin de lumière que Clément, puis c'est bien correct. Puis avec le temps, on se rend compte de ça, que les personnes importantes, je le sais que ça fait 17 ans que j'ai des partenariats partout, qu'on travaille, qu'on est reconnu dans le milieu des artistes, dans le milieu de la musique partout au Québec. Je le sais que si je me suis entourée comme il faut, j'ai fait mon travail de femmes dans l'industrie de la musique. Je sais très bien que je suis reconnue par les personnes qui ont à me reconnaître. Il y a plus cet apaisement-là, tu sais, qui vient. Fait que c'était super intéressant. Mais ma question, à la base, c'était... J'ai beaucoup entendu parler des familles, de ce qui vient de vos familles. Tu sais, ouais, moi, ma famille était vraiment comme ça. J'étais allée étudier là-dedans, mais je suis revenue là, tu sais. Il y a beaucoup de ça. Qu'est-ce que vous avez gardé de votre famille que vous, finalement, surprenamment ou pas, vous êtes revenu à ça dans votre vie quotidienne présentement, tu sais, parce que nous, on est revenus, puis on s'est senti appelés par, justement, le fil qui nous tire vers ici. Mais, tu sais, j'ai entendu aussi, toi... ta famille était dans la restauration, puis c'était des entrepreneurs, mais t'es allé voir ailleurs, t'es allé en sexo. Puis là, finalement, bien, Colin, au final, la petite base, la petite étincelle que la famille donne à des enfants, c'est tellement important, tu sais. Ça forge. Oui, moi, j'ai toujours dit que c'était courageux, en fait. Tu sais, le milieu dans lequel on peut être soi-même, c'est dans la famille. Puis quand on passe l'adolescence dans un milieu X, puis surtout dans un milieu rural, qui fait que, ben c'est des petites places. Ça peut être très tissé, très solidaire, mais ça peut être très difficile aussi de traverser certaines épreuves dans des époques de nos vies où on a besoin d'aller voir ailleurs. Puis on a besoin de vivre aussi une forme d'anonymat. Oui. Puis de pas exister en dehors, d'exister en dehors de ça, puis de se sentir mieux ou d'aller chercher autre chose, parce que c'est difficile le regard de sa collectivité. Tout le monde nous connaît, hein? Fait que dès que ça va bien, tout le monde t'encense, puis quand ça va mal, bien, tout le monde te descend. Fait que la famille, c'est le premier endroit où on a le droit d'exister et d'être soi-même. Puis quand on revient à la famille, c'est comme, je pense, un appel ou un besoin, juste de retrouver qui on est et de l'assumer pleinement, puis dans sa communauté, dans sa collectivité. Fait que ça me fait beaucoup penser à ça, ce besoin-là. De se retrouver, en fait, là, comme on est, avec une version de nous un peu plus expérimentée dans nos expériences de vie, en fait. Là. Exact. Mesdames, j'aurais le goût, on va faire peut-être notre dernier segment. Je vous écoute, puis je sens l'importance de pouvoir parler des femmes qui ont eu un impact dans votre vie. Parce que vous êtes tous des femmes, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui n'en ont pas, mais on devient un modèle autour de nous. Puis, quel modèle vous a impacté? Puis, quel modèle vous pensez, ou qu'est-ce qui est important de transmettre aux générations plus jeunes que nous pour que chacun puisse s'épanouir en tant que personne? Gabrielle. Je voyais que tu me regardais, là. T'allais starter de même, hein? Mais c'est parce que je pourrais en parler jusqu'à demain de ça. Oui, hein? Hey, on aurait dû faire 8 heures, 8 mars, 8 femmes. Ça marche. On claire toute notre après-midi. On bouge plus. Moi, je pense qu'il y a deux réponses à ça, parce que d'un côté, il y a les femmes dans ma famille. On parlait de la famille, ma mère, ma grand-mère, qui ont été hyper importantes dans le dire « tu veux faire les affaires, tu vas y faire ». Qu'il n'y a pas de pas mettre une barrière, de pas mettre « peut-être, non, fais attention ». Non, non, tu veux le faire, vas-y. Fait que ça a été quelque chose qui m'a donné beaucoup de confiance. Puis, on a beaucoup parlé du système d'éducation, mais mes professeurs femmes ont été des grands changements pour moi. Tu sais, t'étudies en histoire de l'art, c'est pas super précis. Tu sais, t'étudies sur l'histoire, mais tu sais pas comment est-ce que ça fonctionne dans le monde, nécessairement. C'est quoi une galerie, c'est quoi un musée, qu'est-ce que tu vas faire en sortant de là. Puis il y a une professeure, une fois, qui nous a dit, il y a personne qui va venir cogner à votre porte. Essayez de faire votre place, essayez de faire vos projets, partez des affaires, essayez, ça va marcher, ça marchera pas. Puis ça a été une fois, une demi-heure qu'elle a pris dans son cours. Puis là, j'ai starté une exposition sur le site pour les étudiants au bac. Puis là, tu sais, c'est là que tu vois, tu peux avoir ton espace à toi aussi. On n'a pas tout le temps à venir te chercher. T'as pas tout le temps à attendre qu'il y ait une offre, puis là, t'appliques ton CV. Tu peux faire ta place, tu peux décider de faire quelque chose. Puis ça m'a donné
beaucoup d'agentivité, en fait. C'est comme si que là, je voyais que moi, il y avait quelque chose que je pouvais faire, là. Fait que ça a été des professeurs femmes qui ont vraiment tout changé. Annie Gérin aussi, qui était... maintenant, là, on se retrouve, puis là, je retravaille avec ces femmes-là qui étaient tellement inspirantes quand ils étaient mes professeurs, puis que là, on est collaboratrices, puis on part des projets ensemble, parce qu'on avait connecté d'une certaine manière, puis là, on est capable de regarder plus loin, puis on s'est créé les projets alors qu'on est dans des situations un peu improbables, difficiles. C'est pas le financement infini en culture actuellement, ni en éducation. Mais c'est de se dire, hey, ça nous tente de faire les choses ensemble, puis on les fait. Fait que c'est vraiment des femmes comme ça qui m'ont donné cette possibilité-là de rêver, puis c'est ça que je veux donner, entre autres, à mes employés. Parce que j'en ai eu des boss, j'en ai eu des modèles, puis que... Bien, j'ai fini en burn-out, j'ai fini à moitié à terre, j'ai fini, mais tu sais, nous autres, la bienveillance est super importante. Fait que, tu sais, puis là, les gens viennent vers moi puis me disent, hey, j'aimerais ça travailler au musée. Un moment donné, quand tu auras une job, là, on dirait que ça me tenterait. Bien, ça, pour moi, ça veut dire que les gens, ils se sentent bien quand ils sont là. Fait que ça, c'est une chose que je trouve ça vraiment importante de montrer qu'il peut y avoir de la bienveillance en culture parce que c'est des... Comme le communautaire, c'est des milieux difficiles. On a, tu sais, il y a pas des... C'est d'un projet à l'autre. Puis là, tu dis, ça va-tu revenir, ça va-tu pas revenir? Mais c'est pas grave, on peut se faire quelque chose entre nous aussi puis être bien. Fait que c'est vraiment de travailler avec ces femmes-là que ça m'a montré que c'est comme ça que nous, on pouvait le faire aussi. Puis c'est pas en étant dur, c'est pas... Mais c'est en disant, mais là, tu vas la prendre ton après-midi, bien, va-t'en, vas-y, c'est pas grave. Tu sais, de montrer qu'au final, c'est humain. Puis je pense qu'on a cette chance-là d'avoir une fibre peut-être maternelle, une fibre, mais tu sais, après ça, c'est que tu as un enfant ou pas, mais tu peux quand même voir tes relations de cette manière-là. Fait que moi, ce serait ça le bagage que ça m'a donné, puis de cette manière-là que j'ai envie de donner, en fait. Donc, des valeurs que tu veux mettre de l'avant dans ton entreprise pour créer ta couleur à toi, puis que les gens soient bien, puissent s'épanouir, mais pas de manière rigide. Exact. Puis on est toutes des femmes en culture, là. Je pense qu'il y a 90 des travailleuses culturelles, on est des femmes. Fait que, tu sais, ouais, il y a beaucoup d'études à faire sociologiquement sur ça, sur les milieux précaires, en communautaire aussi. Il y a beaucoup de femmes. C'est des milieux où est-ce qu'on est très, très présente. Fait que c'est de réfléchir ça d'une manière pour que ce soit positif aussi et pas seulement on est le dernier maillon, puis quand il y aura de l'argent, on va en avoir, mais pas que tout soit précaire tout le temps, tu sais. Amélie, je te relance parce que toi, tu disais aussi qu'il y a eu des personnes qui ont été marquantes dans ton parcours. Oui, j'en ai eu plusieurs. Ce que j'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est que j'ai fait tout mon parcours en sciences politiques. Et on s'intéresse aux personnages politiques en sciences politiques. Hein? Et la réflexion que j'ai eu à faire pour arriver ici aujourd'hui m'a fait réaliser que les personnes politiques qui ont attiré mon attention puis qui m'ont inspirée partageaient à peu près toutes, quand je parle de femmes, là, 2 valeurs. Puis je trouve que ça rejoint ce que tu viens de dire. C'est peut-être dans le leadership féminin ou je sais pas trop. Il y aurait effectivement plein d'études à faire là-dessus. Mais c'est des valeurs de type la dignité humaine. Je trouve que souvent les femmes vont placer la dignité humaine comme un principe, une valeur de base, puis le faire ensemble aussi beaucoup. Ça veut pas dire que c'est toujours dans le consensus. Faut pas tomber dans des clichés. Mais en tout cas, moi, c'est des modèles qui m'ont beaucoup inspirée. Fait qu'on parle autant au niveau international, là, comme des Simone Veil en France, ou des grands personnages comme ça, qu'au Québec, avec une Véronique Yvon, par exemple, ou même Pauline Marois, à certains égards, a vraiment porté ces questions-là. Et aussi, localement, avec une Claudette Simard, vous aussi, mesdames, une Claudette Simard, une Odile Comeau, hein, qui ont porté ces questions-là, puis qui ont douté aussi. Hein. Toutes ces personnes ont beaucoup douté. Et moi, maintenant, je suis mère d'une fille, une petite fille. Ça a pris du temps avant d'avoir ma petite fille. J'ai déjà des garçons. J'en ai perdu une aussi, petite fille. Fait que là, maintenant, d'avoir mon bébé Suzanne, ben ça m'oblige, moi aussi, à dire, OK, là, moi, je dois pouvoir construire ma fille. Je suis l'exemple de ma fille. Et donc, tous ces doutes qu'on nous met dans la tête, on a toutes parlé des doutes. Il faut faire 36 diplômes pour peut-être commencer à penser qu'on est bon dans quelque chose, d'avoir 8 postes pour peut-être penser que je commence à être une bonne dirigeante de quelque chose. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça devrait pas être comme ça. Et là, moi, je suis le modèle principal de ma fille. Moi, ça m'a beaucoup bouleversée dans le sens positif ou en bon français. Get your shit together, girl. C'est là, tu es le modèle de ta fille. Et je ne veux pas qu'elle porte en elle ces doutes-là, qui sont intergénérationnels, qui sont là depuis tellement longtemps. Quasiment de généalogie oui, en généalogie. C'est de génération en génération. Et ça reste, pour preuve, on a des femmes de tout âge là, ici, puis on l'a toutes vécu encore. Puis on le porte encore. Donc ça, pour moi, c'est mon grand défi, comme moi, rôle de
de référence de ma fille, d'essayer autant que possible de défaire ces nœuds-là en lien avec la confiance en soi. Et déjà, tout petite à 5 ans, elle ramène, c'est des micro-commentaires, c'est très subtil dans l'ambiance dans laquelle on est, dans laquelle on vit à l'école, en société. Et c'est pas facile. Là. Je peux pas faire ça parce que je suis une fille. Bien, voyons donc. Comment tu peux dire ça à 5 ans? Mais mon Dieu, c'est pas comme ça qu'on l'élève chez nous. Puis, relation très égalitaire avec mon conjoint, avec mes garçons. Je me suis dit, ben voyons donc, comment ça peut sortir? Et oui, c'est possible. Ça se passe encore comme ça. Donc, moi, comme rôle, moi, pour ma fille, qui a bénéficié de rôle et de connaissances de plein de femmes fantastiques, ben c'est encore un énorme défi. Puis je pense qu'on le porte encore tout aussi. C'est comme une forme de vigilance qu'il faut avoir pour permettre à nos enfants de grandir dans un monde plus égalitaire. Je sais pas, toi, tu as des enfants, ma chère Karine. Est-ce que c'est quelque chose qui t'interpelle, ce que vient de dire Amélie? Oui, j'en ai 3, puis dont 2 garçons. Fait que c'est sûr que c'est important, évidemment, de les amener à voir que le milieu, puis l'environnement, puis la diversité est importante. Annie parlait tantôt de autant de gens qui vivent avec un handicap que de toutes les cultures, que de tous les âges, tous les sexes. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont cette chance-là, mais il y a encore, malheureusement, des fois, des éléments qui vont faire en sorte que, tu sais, ils entendent quelque chose, ils voient quelque chose. Puis malheureusement, avec les médias sociaux, il y a du positif et du négatif dans tout ce qui se lit et s'entend sur les médias sociaux. Fait que des fois, on entend des réactions, des réflexions, puis on a le devoir d'intervenir parce que faut éviter cette contamination que tu parlais, puis d'être à la base tout de suite dans l'apprentissage. Puis on parlait tantôt quand on est jeune, puis on quitte, il y a quelques années, on parlait de rétention des jeunes, à quel point il faut les retenir. Mais maintenant, c'est pas comme ça qu'on voit les choses, puis tant mieux. C'est plutôt laissons-les aller vivre des choses, laissons-les aller vivre des expériences, et ils vont revenir avec ce bagage-là. Puis s'ils ont à revenir pour toutes sortes de raisons, de choix, de valeurs, etc., bien, ils vont revenir avec un bagage incroyable qui va servir la région aussi. Puis des nouvelles personnes qui vont nous avoir choisis comme territoire vont apporter aussi. Fait que, tu sais, je pense qu'on a cette chance-là de vivre dans une diversité puis incroyable, puis il faut juste être vigilant pour effectivement, dès qu'on entend du bruit, comme on dit sur la ligne, là, d'éviter que ça atteigne nos jeunes. Puis tu parlais de modèle, bien c'est sûr que tu as parlé de Claudette Simard. C'est certain que comme femme, moi, j'ai la chance de côtoyer des élus municipaux et j'ai une admiration sans borne pour les gens qui font le choix de s'investir en politique municipale, de donner du temps à leur communauté, parce qu'on sait que le temps est tellement précieux. C'est quelque chose que de dire, je rajoute à tout ce que je fais quotidiennement dans ma semaine des rencontres, des réunions, et on sait que c'est de plus en plus prenant. Donc, d'avoir côtoyé à travers le temps des femmes en politique, bien, moi, ça a toujours été mes modèles aussi, parce que c'est des gens qui s'investissaient puis qui le faisaient pour les bonnes raisons, comme les hommes aussi. Hein. J'ai eu la chance de travailler avec des élus municipaux incroyables qui croyaient en tout ce qui était possible au niveau du territoire. On a des projets qui sont nés parce que des élus municipaux, je pense au festif aussi, en a bénéficié, d'élus qui ont dit, ben go, tu sais, si on n'essaie rien, on n'aura rien, là. Donc, des gens qui étaient derrière moi aussi pour appuyer les projets, les idées, puis de se donner le droit à l'erreur. Puis Claudette Simard, bien, c'est pour moi un modèle dans ce sens-là, une femme profondément humaine qui donnait la chance à toutes les idées de naître, de se réaliser. Puis sinon, bien, on passe à d'autres choses, on les réajuste, puis on fait un autre projet. Fait que, tu sais, d'être tout le temps dans l'action. Fait que c'est ça, pour moi, c'est les femmes en politique qui s'investissent. Tu en nommais tout à l'heure, puis c'est totalement ça, là. En tout cas, c'est des modèles pour moi, des mentors qui m'inspirent beaucoup. Caroline, est-ce qu'il y a des gens, des femmes qui ont été importantes dans ton parcours? Oui, puis j'aime aussi
utiliser présentement aussi quelles femmes sont importantes dans mon parcours et pas parler de ces femmes-là au passé. Évidemment, la première en tête de liste, c'est ma mère. Elle a 91 ans. 91 ans, c'est une force tranquille. C'est une femme extraordinaire qui a vécu de multiples épreuves. Et si vous rencontrez ma mère, elle va toute vous donner de l'énergie. C'est pas quelqu'un qui tire de l'énergie. Elle vous en donne. Et pour moi, ça, c'est un modèle. C'est un modèle vraiment qui va transcender tous les modèles que je pourrais avoir. Et dans mon quotidien professionnel, j'ai des perles. J'ai plein de perles. Vous faites partie aussi de ces perles-là, mesdames. Je vous l'avoue que vous m'inspirez beaucoup. Et j'en ai deux très près de moi qui travaillent avec moi dans mon milieu au Moulin. Ces gens-là, souvent, c'est des gens qui ne se voient pas comme des perles. Et je leur dis, et je leur redis, vous devez, avec tout ce que... Souvent, ça réside dans les petites choses. Comment on traverse aussi ces choses-là. Et pour moi, ces gens-là sont de très grands modèles. Et je parlais tout à l'heure d'une professionnelle architecte invétérée qui, elle... oh mon Dieu, elle n'a pas juste construit des moulins, là. Donc, elle est hors des sentiers battus, elle œuvre dans le domaine du patrimoine. Donc, c'est vraiment un modèle au niveau de la carrière. Puis, moi, dans le fond, ce que je veux laisser comme trace, je me dis toujours, j'espère que quand je serai plus là, qu'est-ce qu'ils diront de Caroline? On y pense des fois. Et je dis toujours, moi, je veux être de celle qui aura dit, ben voyez toujours un petit côté positif dans toutes les épreuves. Essayez de le voir. Il n'est peut-être pas là tout de suite, mais sinon, ça ne vaut pas la peine de continuer. Et moi, j'ai décidé de prendre la vie comme ça et j'essaie de l'inculquer à mon entourage. Et ça fait en sorte que chaque journée, c'est un rayon de soleil, c'est une joie. Vous entrez au moulin, là, des fois, il faut être en forme pour me suivre, mais je suis contagieuse. C'est pas Meunier, tu dors. Et je me dis, bien, si des fois vous êtes levé du mauvais pied, ça se peut, là, mais à ce moment-là, vous allez ressortir, puis vous allez prendre votre temps, vous allez dire, on reviendra un petit peu plus tard dans le bureau à Caroline, parce que là... Et je dis toujours, pour résumer mon propos, bien, quand j'ai un bol de céréales, là, bien, des fois, il y a le côté givré, hein, puis il y a le côté pas givré. Bien, moi, je les tourne toutes avant de les manger. Il faut tout que ce soit givré, puis là, je commence ma journée. Donc, moi, j'essaie de transmettre ça pour que... Je dis toujours, des fois, il y a des gens qui rentrent dans mon bureau, puis je dis, là, t'es dans le verre à moitié vide. Là. Non, ça marche pas, là. C'est le verre à moitié plein, là. On leur vire de bord, là. C'est ça. Et là, à un moment donné, c'est dans cette simplicité-là. Et j'espère que nos enfants... Je le dis et je le redis, on est dans les écrans, on est dans le instantané, on est comme ça dans tout. On se parle peu. On se texte. Il y a de l'interprétation beaucoup. Et j'essaie d'inculquer ça. Ah oui, mais je le sais que tu penses ça. Tu peux pas le savoir. Tu peux pas lire dans mes pensées. On doit se parler, on doit communiquer, on doit prendre le temps. Je pense qu'il faut revenir à cet essentiel-là. Toi, Anne-Marie, est-ce qu'il y a des gens des femmes qui ont été importantes? Plein. C'est sûr, sur le plan professionnel, Gab le disait vraiment bien, quand j'ai commencé à, justement, faire mon travail puis d'entrer vraiment dans l'industrie de la musique, à partir de ce moment-là, j'ai fait « OK, tous les artistes que vous voyez, hommes, femmes, les tournées que vous voyez qui sont bookées, les salles de spectacle, les festivals, voyez une gang de femmes qui travaillent en dessous de ça, automatiquement. Fait que maintenant, 17 ans plus tard, je fais partie de cette gang-là, mais à tous les jours qu'on travaille avec n'importe quel artiste musical ou visuel, je parle à des femmes, tout le temps. Des dirigeantes de maisons de disques, des programmatrices de festivals, des productrices, ce sont des femmes. Fait que tu parlais de sororité hors d'onde, mais c'est vraiment ça qui me donne le plus de force dans toute ma vie professionnelle. Ma vie personnelle, bien, c'est sûr, là, on parle des grands-mères. Là, on pourrait toutes parler de notre grand-mère. Moi, ma grand-mère est à l'île aux Coudres. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le sol de ces madames-là. Mais il y a de l'énergie. Il y a de l'énergie.
Ma grand-mère qui nous écoute, c'est ça, 93 ans, dans sa maison à Lille avec son auto, puis les quatre pattes, la quatre pattes dans le jardin, puis tout va bien. C'est une femme, et toutes les femmes de ma famille, je pourrais en nommer 50 000, et toutes mes amies. C'est des femmes qui sont multiples. Puis moi, ça, je parle beaucoup de ça dans ma vie. Je veux pouvoir être n'importe quoi. Tu sais, là, je suis rendue une mère depuis 1 an et demi. Ça me rend très émotive. Je suis encore jeune, cette affaire-là de maternité. Ça rend toujours émotive. Je veux que ma fille puisse être n'importe quoi puis qu'elle sache qu'elle se limite pas. Qu'elle se limite jamais. Moi, je suis une mère qui travaille. J'aurais pu être une mère à la maison. J'aurais pu... Tu sais, je pourrais être n'importe quoi. Je suis politisée et je suis complètement absurde et niaiseuse de temps en temps. J'ai les mains dans la terre et j'aime ça aller dans des soirées bien habillées. Tu sais, on est des femmes multiples. C'est ça qui nous définit, je pense, aussi beaucoup ici. Puis je veux que ma fille sache qu'elle peut être ce qu'elle veut, puis qu'elle a une mère comme ça aussi. Puis je m'entoure de femmes comme ça dans ma vie aussi. Fait que je pense que c'est ça, la sororité, pouvoir prendre le téléphone, aller dîner, puis dire « Voyons, c'est bien tough le financement, tu rushes-tu, toi? Oui, OK, parfait. » Puis on retourne dans nos affaires, puis on est... Tu sais, pouvoir lâcher prise, puis pouvoir avoir toujours ce réseau-là de femmes qui vivent la même affaire, même si on ne travaille pas dans les mêmes domaines, on vit les mêmes enjeux. Fait que c'est ça, juste de s'entourer d'un réseau comme ça, je pense que c'est la clé de tout. La liberté d'être ce qu'on veut au moment qu'on choisit. Oui. Je relance Alexandra. Une femme, des femmes qui ont été importantes dans ton entourage? En fait, presque toutes les femmes sont importantes dans ma vie. Celles que j'ai côtoyées dans le passé, celles, comme le dit si bien Caroline Desmoulins, celles qui nous côtoient présentement. Puis, tu sais, c'est pas que dans le professionnel ou que c'est pas que dans l'amitié, c'est dans moi, c'est beaucoup dans ma communauté. Tu sais, quand je vais à l'épicerie, quand je vais voir ma coiffeuse, puis quand je vais voir mon esthéticienne, tu sais, je les aime toutes profondément, ces femmes-là. Puis je le sais que j'ai un amour pour les femmes qui est immense. Tu sais, c'est quelque chose que j'ai vraiment à l'intérieur de moi. J'aime être en présence des femmes. J'aime échanger avec des femmes. J'aime travailler avec des femmes. Tu sais, souvent, on va dire, c'est des milieux où ça se bitch plus. C'est pas systématique. C'est vraiment en fonction de nos personnalités ou de nos vécus, de nos passés. J'aime quand c'est bienveillant, quand les choses sont dites, quand c'est clair, quand c'est transparent. Fait que je peux pas dire qu'il y en a une plus qu'une autre. Tu sais, puis j'ai même tendance à dire que celle qui m'inspire le plus, puis elle serait touchée de voir ça, de l'entendre, c'est ma fille. Tu sais, parce que je trouve, puis même mon garçon qui est pas une femme, mais je trouve que nos enfants, dans socialement, ce qui se passe avec, oui, les écrans, tout va extrêmement vite. Ils sont extrêmement bombardés. Il y a des dynamiques complètement nouvelles qui s'installent. Puis nous, on est toujours en train de devoir s'adapter à ces nouvelles réalités-là. Comment ça se passe à l'école, comment ça se passe à la maison. Tu sais, dans un contexte de monoparentalité où on a des jobs au niveau de responsabilité, on a la responsabilité aussi d'être là pour les enfants, les encadrer, les éduquer. Puis ils nous apprennent tellement sur eux-mêmes. C'est un lâcher-prise incroyable. Puis je pense qu'il n'y a rien qui me fait le plus plaisir que d'entendre « Maman, t'es tellement une bonne mère ». Moi, c'est un devoir que je me fais d'être un modèle le plus possible, mais je me donne le droit d'être ce que je suis, comme tu l'as bien dit. Tu sais, je peux pas être... J'ai pas envie d'être une Wonder Woman parfaite. Je veux juste me dire « Hey, moi, je suis ça, là. Puis voici mon besoin en ce moment, puis c'est quoi ton besoin à toi? Ça se concilie-tu? Oui, non? Bon, ben regarde, on se respecte. On est dans le vivre et laisser vivre. » Mais c'est ardu faire tout ça, tu sais. Fait que je pense que tout peut être inspirant, puis c'est beaucoup l'observation. Puis maintenant, je m'appuie beaucoup sur mes expériences à moi pour me réancrer quand c'est nécessaire. Fait que je vous admire aussi, là. Honnêtement, je me suis sentie comme j'ai plein de nouvelles amies, je les aime déjà toutes. Il y en a que j'aimais déjà plein, puis j'en ai que j'aime encore plus. L'amour, ça se multiplie dans mon livre à moi. C'est pas quelque chose qui se divise. Fait que il y a de la place. Mesdames, mon Dieu, que je me sens privilégiée de vous avoir côtoyé pendant 7 heures et demie. Je pense que
Ce que je sens, c'est l'importance de la sororité. Donc, entre nous, comment on peut supporter, comment on peut s'écouter, comment on peut se soutenir dans nos réalités différentes. Je sens que pour être une personne accomplie, il faut aussi être centré sur qu'est-ce qu'on est comme personne puis comment on peut le vivre avec beaucoup de liberté. Je peux être beaucoup de choses. Je peux être une femme fofolle, mon côté givré, mon côté sérieux, mon côté entrepreneur, mon côté culturel, mon côté vie municipale. Puis je sens comment c'est important d'être centré là-dessus puis de pouvoir le partager aussi dans nos valeurs d'organisation. Je vous remercie infiniment. Je trouve que ça a été un moment agréable, joyeux et touchant aussi parce que j'ai senti beaucoup de sincérité dans ce que vous nous avez partagé. Et je le sais qu'on aurait pu faire 8 heures. On aurait eu beaucoup d'échanges encore. Alors, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation de 8 femmes le 8 mars.